Sommet de Saint-Pétersbourg, discours d'Ibrahim Traoré, la renaissance du sankarisme, nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Madame, monsieur, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, dans son intervention musclée du président de la transition du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré au sommet Russie-Afrique nous a tout dit et les jeunes Africains ont applaudi. Pour mieux comprendre la situation, mesdames, messieurs, je vous reprends justement les propos de Ibrahim Traoré, justement son intervention du côté de Saint-Pétersbourg. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président et chef d'États africains, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ici et de vous passer le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avant et du bien-être de nos peuples. Je voudrais m'excuser auprès des aînés que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, le droit d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions de ma génération. 1001 questions qu'on se pose, mais nous n'avons pas de réponse. Il se trouve qu'ici, nous pouvons laver notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est aussi une famille pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, que ce soit dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend à balayer le rôle prépondérant qu'ont joué la Russie et l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce qu'actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir pour nos peuples. Les questions que ma génération se pose sont les suivantes. Si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec autant de richesses sur son sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que nos chefs d'État traversent le monde pour mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que c'est par le fait de la pauvreté qu'elle est obligée de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Elle meurt dans l'océan, mais que prochainement, elle n'ira pas vers l'océan parce qu'elle viendra devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme, l'esclavage qu'on tend à nous imposer. Nos devanciers nous ont appris une chose, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur notre sort, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'hydre terroriste pour relancer son développement. Dans cette lutte, de vaillantes populations se sont engagés à prendre des armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Nous sommes surpris de voir des impérialistes traiter ces VDP de milices de tout type. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent des armes pour défendre leur patrie, on les appelle des patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, c'était contre leur gré. Mais au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien. Lorsque
lorsque nous, peuples, décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples, qui se battent, mais qui chantent les mêmes choses que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, les chefs d'État africains, arrêtions de nous comporter en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents et nous lui disons merci pour cela. Mais aussi un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain sommet, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire à nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu atteindre cet objectif en Afrique, tisser de bonnes relations ici, tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations. Je ne serai pas très long, le temps imparti est en cours, mais je voudrais terminer en disant que nous devons rendre hommage à nos peuples qui se battent, gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. C'était cela, mesdames, messieurs, l'intervention du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Voilà pourquoi nous également, nous nous interrogeons sur ce sujet ce matin. Sommet de Saint-Pétersbourg, discours d'Ibrahim Traoré, la renaissance sankariste, telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Charlie Kenyé, il est géostratège. Il est notre invité ce mardi 1er août de l'an de grâce 2023. Charlie Kenyé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est Solengos. Bonjour à tous nos millions de followers, à toutes ces personnes-là qui nous suivent à travers nos différentes plateformes digitales. Ce sont des gens par qui, à travers les soutiens que nous recevons, qui continuent justement à nous galvaniser dans ce combat, nous les disons infiniment merci. Nous saluons également nos techniciens par qui nous pouvons émettre de par le monde. Ce sont des hommes de l'ombre qui font un travail magnifique. Également, eux, nous disons merci et c'est moi une fois de plus qui vous remercie de cet honneur. Charlie Kenyé, merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous avez suivi justement le discours de Ibrahim Traoré. Là encore, on peut dire que cet homme, c'est comme si c'est Sankara qui était revenu. À tout point de vue, discours historique, il faut le dire, c'est un discours historique qui à jamais entrera dans les annales de l'histoire du continent parce que on voit très bien là la sagesse, mais également la force, la pugnacité et l'engagement de la jeunesse africaine et panafricaine. Il faut également rappeler que dans ce discours, et c'est là où on voit très bien la profondeur du discours, c'est que celui-ci commence déjà par convoquer une sagesse africaine, sachant très bien que ses propos risqueraient de choquer certains de ses aînés, et ils disent tradition oblige, il commence par s'excuser. Ce discours est doublement historique parce que au départ, il y a quelque chose également de magnifique qui se fait, c'est que celui-ci convoque Dieu. Vous voyez très bien qu'il met l'assistance, qu'il met le déroulement des travaux sous justement le contrôle et la bienveillance du Dieu Tout-Puissant, qui, il faut le dire très bien, est un Dieu africain. Avant véritablement d'entrer dans l'analyse. Mais avant d'entrer dans l'analyse, je tiens à dire quelque chose de pertinent, c'est que aucun homme politique sur le continent ne peut tenir un pareil discours. C'est-à-dire que quand on voit même les chefs d'État qui nous ont représentés, alors qui ont représenté le continent africain du côté de Saint-Pétersbourg, la plupart des hommes politiques ont tenu un discours de ce qu'on pourrait appeler du politiquement correct. C'est-à-dire qu'indépendamment des militaires patriotes qui sont au pouvoir aujourd'hui dans leur pays, personne n'a tenu un discours de nature véritablement à démontrer l'engagement de l'Afrique dans les quêtes ou alors dans la solution pour sa souveraineté et sa liberté. Quand j'ai fini de le dire, j'insiste encore et j'ai pour habitude de dire les révolutions que portent les États africains, les peuples africains aujourd'hui, vous avez deux types de profils qui sont appelés à arriver à la tête de nos États. Premièrement, vous avez les militaires patriotes. Deuxièmement, vous avez les panafricanistes engagés. Je n'ai pas dit les simples panafricanistes engagés. Quand j'ai fini de le dire, pour entrer maintenant dans le discours, il fait très bien de rappeler ces chefs d'État qui, aujourd'hui, au mépris même
de la volonté des peuples africains se plaisent à aller mendier, parce qu'il parle là des chefs d'État qui s'en vont mendier du côté de l'Occident au nom de l'Afrique. Et il fait très bien référence à un président que nous savons très bien, l'ancien président en exercice de l'Union africaine, à la personne du président sénégalais Macky Sall, qui en son temps, c'était plus aller à Paris prendre un certain nombre d'instructions pour ensuite aller demander le blé à Moscou au nom du peuple africain. Et ce qui fait mal dans cette histoire, c'est que quand vous suivez la déclaration qui s'est faite hier, je crois, il y a pratiquement une semaine aujourd'hui, du ministre de la Défense italienne, le ministre de la Défense italienne fait savoir que sur l'ensemble des navires qui ont quitté les ports ukrainiens en direction du reste du monde, avec à leur bord les céréales, 95% sont allés partout dans le monde et à peine 15%, 5% sont arrivés en Afrique. Je vous donnerai le chiffre, 3 navires sont arrivés sur le continent africain. Merci. Et rappelons donc que sur les 3 navires qui sont arrivés sur le continent africain, il faut dire très clairement que vous avez les États du Nord, tels que le Maghreb, qui ont une habitude alimentaire qui demande beaucoup de céréales. C'est pourquoi vous verrez que, indépendamment des pays d'Afrique subsaharienne, vous avez l'Algérie, vous avez l'Égypte, vous avez également des pays comme le Soudan, dont les habitudes alimentaires exigent beaucoup de céréales. Et on se rend bien compte que dans ces 3 navires qui sont arrivés en Afrique, pratiquement 2 ou même les 3 sont restés dans le Nord, et qu'en Afrique subsaharienne, qui est essentiellement noire, nous n'avons véritablement pas reçu de ces céréales-là. Mais pour autant, nous ne sommes pas morts. Mais aujourd'hui, quand on analyse le discours qui est porté dans la plupart de ces médias mainstream, ils disent très clairement que si la Russie arrivait à se retirer de l'accord sur les céréales, c'est l'Afrique qui risquerait de souffrir de famine. Alors, on se pose bien la question. Et lorsqu'un chef d'État qui est censé parler au nom de l'Afrique se plaît à aller dire ouvertement aux yeux du monde que si les Africains, si la Russie sortait de cet accord, les Africains risqueraient de souffrir de famine, on a bien envie de se poser la question au nom de quelle Afrique il parle, au nom de quel peuple ceci parle. Et donc c'est très triste, mais ça démontre à suffit ce que le capitaine Ibrahim Traoré, dans son discours, rappelait à suffit, que nos chefs d'État doivent arrêter de se comporter comme des marionnettes qui dansent à chaque fois que les instructions, alors le chant musical provient de Paris. C'est triste. Mais il va même encore plus loin dans son discours. Il convoque ici 8 années de forme de manifestation la plus brutale et la plus barbare de néocolonialisme. Mais ici, il faut le dire très clairement. Je rappelle à ceux qui nous suivent aujourd'hui que lorsque celui-ci prend le pouvoir, il se rend compte que pour justement faire face à la menace sécuritaire dans son pays, il a l'obligation d'avoir des armes. Alors qu'est-ce qui se passe? Il sollicite l'aide de la France pour avoir ces armes-là. Logiquement, c'est un partenaire traditionnel de l'Afrique. Eh bien, la France répond très clairement au Burkina Faso qu'ils n'ont pas besoin d'armes pour défendre le pays, mais qu'ils ont besoin simplement d'appliquer la démocratie. Sidéré par cette réaction, il décide donc de signer ce qu'il a appelé de ce côté la mobilisation générale, qui justement orientait toute la production et toutes les forces vives de la nation vers l'effort de guerre. Ils arrivent donc à mobiliser les fonds pour acheter ces armes-là. Et quand ils parviennent à acheter ces armes-là, la France encore se décide de bloquer ces armes au port, comme quoi le pays n'a pas besoin des armes pour se défendre, mais a plutôt besoin d'implémenter la démocratie. Et pour comprendre cette ignominie de la France, c'est que l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso, à la personne de Luc Alad, se plaît à dire à l'État burkinabé que l'Union européenne est prête à assister le Burkina à hauteur de 15 millions d'euros pour organiser des élections. Un pays qui est en crise, un pays qui est en guerre, où les populations au quotidien meurent sur le front, les civils sont attaqués, l'armée est attaquée, le pays vous dit clairement que voilà notre objectif, pacifier le pays, restaurer l'intégrité du pays. Et l'Union européenne se plaît à donner 15 millions d'euros pour organiser des élections. C'est tellement triste parce que ça démontre encore le caractère malicieux de ce qui est en train de se faire, de cette hypocrisie à l'échelle internationale qui aujourd'hui méritait qu'un discours de vérité comme celui-là se fasse. Parce que les mêmes aujourd'hui, je tiens à rappeler que le mandat du secrétaire général de l'OTAN est presque arrivé à terme. Mais quand vous analysez la presse occidentale, on vous dit très clairement que l'ensemble des États de l'alliance terroriste qu'est l'OTAN sont en train de vouloir prolonger le contrat du secrétaire général de l'OTAN. Et allez lire quel est le motif qui est brandi de ce côté-là. Le motif, c'est la menace sécuritaire, c'est-à-dire que, comme quoi, puisque l'OTAN serait en guerre contre la Russie sur le théâtre ukrainien, il est impératif pour l'OTAN de ne pas procéder à des changements parce qu'il y a une menace justement qui guette cette organisation terroriste atlantique qu'on appelle l'OTAN. Mais les mêmes personnes qui aujourd'hui reconnaissent que le motif de menace sécuritaire peut permettre la prolongation du mandat d'un monsieur, quand ils arrivent en Afrique, pour le cas du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et
aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons sur le continent, on va nous dire non, il faut respecter la démocratie, il faut aller aux élections. Donc chez vous, quand c'est nécessiteux, on peut mettre les élections, on peut mettre la démocratie de côté, mais quand c'est l'Afrique, il faut aller aux élections. C'est tellement important pour nous les Africains de véritablement comprendre que nous devons sortir de ces paradigmes occidentaux. Parce que pour le cas même encore du Burkina Faso, et le capitaine Ibrahim Traoré le rappela à suffire, lorsque ces gens-là tiennent un pareil discours, nous les connaissons, ça ne nous dérange pas. Mais ce qui dérange et ce qui choque, c'est que des chefs d'État, et le capitaine Ibrahim le rappela encore, c'est que des chefs d'État se plaisent à traiter des frères de milices, des terroristes, mais pire encore, de personnes qui ne respectent pas les droits humains. Or, aujourd'hui, on a vu très bien, on sait très bien comment les questions des droits de l'homme sont utilisées à des fins politiques. Parce qu'à chaque fois qu'un État n'entre pas dans le carcan, dans les girons, dans les schémas qui sont prévus par le monde occidental, eh bien, c'est ce qu'on vous sert à Mondovision. On vous parle de non-respect de la démocratie, on vous parle de non-respect des droits de l'homme. Mais qu'est-ce qu'on entend par droits de l'homme? Qu'est-ce qu'on entend par démocratie? Qu'est-ce qu'on y met? Rappelons que c'est également sous le prisme de ces droits de l'homme que l'OTAN est allé bombarder la Libye et assassiner Muammar Kadhafi parce qu'il ne voulait pas que son projet de souveraineté économique et financière de l'Afrique arrive à son terme. Également, il y avait une volonté de contrôler les champs pétroliers libyens. C'est également sous le prisme de respect des droits de l'homme qu'ils sont allés bombarder la Libye, alors que indirectement, ce qu'ils voulaient, c'est contrôler les gazoducs qui traversent ce pays venant de la Russie pour alimenter l'euro. C'est sous le prisme encore des droits de l'homme qu'ils mènent une guerre sans fin contre le Yémen. Indirectement, on sait très bien que c'est pour protéger et défendre l'ancien allié du bloc occidental, à savoir l'Arabie Saoudite. C'est également sous le prisme de ces droits de l'homme-là qu'ils empêchent des États comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso de véritablement prendre le pan de leur développement. Non, nous, Africains, nous devons sortir de ces discours, sortir de cette réalité. Et c'est en ça où le discours du président capitaine Ibrahim Traoré nous interpelle, à nous les Africains de se définir, à nous les Africains de travailler sur nous-mêmes, à nous les Africains de vivre selon nos réalités, selon les possibilités qui s'offrent à nous, de nature à véritablement nous affirmer au Conseil des Nations. Pendant ce temps, ce discours quand même beaucoup choqué ces chefs d'État africains qui étaient là ce matin-là où Ibrahim Traoré a pris la parole. Et pendant ce temps, il y a d'ailleurs un président qui a été tellement choqué. On dit souvent chez nous que qui se sent morveux se mouche. Macky Sall a eu une réaction. Oui, bon, c'est là où vous comprenez très bien que la cible a été atteinte, comme on le dit souvent chez nous. Ce discours n'a cité personne. Je crois que le capitaine, camarade Ibrahim Traoré, non seulement a commencé par présenter les excuses à ses ennemis, mais il n'a cité le nom de personne. Et bien, le concerné s'est senti choqué et il a décidé de réagir. Mais puisqu'il a réagi, il a décidé de réagir. Mais tristement, dans sa réaction, il n'a fait qu'enfoncer le clou parce qu'il a démontré très clairement que non seulement son pays n'est pas en guerre, donc il n'y a pas de raison que Macky Sall, en tant que président en exercice à cette époque de l'Union africaine, également président du Sénégal, se plaise à aller solliciter pareille aide du côté de la Russie, simplement sous les ordres de ses parents occidentaux. Rappelons que le potentiel agricole du Sénégal, à lui seul, est capable de nourrir toute la bande sahélo-sahélienne. C'est-à-dire que si le Sénégal aujourd'hui n'est pas un état de guerre, ou ne vit pas la guerre, comme le capitaine le disait, il n'y a pas de raison que ce soit Macky Sall qui se plaise à aller demander les céréales en Occident pour ses maîtres occidentaux, nonobstant ou alors en différence de ce que nous, les peuples africains, nous vivons. Donc c'est pour dire qu'en réalité, sa réaction vraiment nous intéresse outre mesure. Surtout que lui-même, il faut le dire très clairement, il n'a ni la légalité, encore moins la légitimité même de contester un discours comme celui-là. Parce que je crois que du côté du Sénégal aujourd'hui, ces jours sont comptés si on justement s'en refait aux différentes vidéos qui nous arrivent de ce côté-là. Alors comment un président comme celui-là, qui à peine arrive à mobiliser les foules chez lui, se plaît à contester les dits d'un chef d'État qui aujourd'hui fait l'unanimité dans son pays. Donc vraiment, il n'a ni la légalité, encore moins la légitimité de contester ou même de commenter le discours du capitaine Ibrahim Traoré. Et également, il faut le dire, c'est triste, mais on comprend très bien que le président Macky Sall, qui à son temps, lorsqu'il allait manger ce blé-là, était président des exercices de l'Union africaine, a tout fait de rappeler encore au monde occidental à quel point nous, les Africains, nous n'arrivons pas à décider par nous-mêmes. Parce que si véritablement celui-ci s'était assis avec ses pairs africains, s'était assis justement avec l'ensemble
des acteurs de ce domaine sur le continent africain, je crois que des possibilités lui auraient été proposées de nature à véritablement créer les leviers de cette souveraineté alimentaire sur le continent. Mais que non, on se plaît toujours à aller demander les blés, aller demander de l'aide, on se plaît à aller demander de l'aumône, alors que nous-mêmes, nous sommes capables en interne de pouvoir produire, de pouvoir réaliser ce genre d'actes. Permettez-moi de prendre justement les propos de Macky Sall qui voulait répondre justement à Ibrahim Traoré, si vous me permettez, Charlie Kenyé, pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du Faso. Les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier, tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main, a dit le président sénégalais. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples, ajoute-t-il, et de poursuivre. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Macky Sall dit penser que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité, et ce combat, il transcende les générations. Qu'est-ce qu'il appelle le combat pour la dignité, s'il n'a pas oublié ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait ce matin-là? Déjà, il n'a pas à parler de dignité parce qu'il manque de dignité en mondovision, en dénonçant ainsi, en critiquant, à la limite même en insultant un jeune frère qui, dans ses propos, a commencé par respecter ses aînés. Ça veut dire que lui-même, il manque de courtoisie, il manque de dignité, donc il n'a pas de leçon de dignité, encore moins de leçon de dignité aux Africains, parce que lui-même en rien, son mandat n'incarne en rien une certaine dignité. La preuve, c'est qu'il n'a fait qu'enfoncer l'Afrique. On se souvient qu'au sommet Union européenne, Afrique, il est allé là-bas dire très clairement que l'Afrique également avec ses problèmes de famine, il est allé conforter le discours occidental, mais plus encore, il est allé prendre un certain nombre de promesses. Il est quitté de là-bas avec une promesse de 150 milliards d'euros. Jusqu'à aujourd'hui, même pas un soit arrivé en Afrique. Donc, il n'est en rien l'exemple. Il n'a en rien les qualificatifs de quelqu'un qui peut se plaire aujourd'hui à critiquer un pareil discours aussi historique, important et consistant comme celui du président camarade et capitaine Ibrahim Traoré. Mais ça démontre également ce marionnettisme dont parlait le capitaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que, écoutez bien les capitales, il parle de Washington, il parle de Dakar, et il parle de Saint-Pétersbourg. Mais bon Dieu, pourquoi il n'a pas cité Dakar, Bamako, Niamey, Yaoundé? Vous comprenez que c'est un président africain, mais qui n'est pas africain, parce que pour lui, ses référents, effectivement, sont étrangers. La preuve, c'est dans son discours. Alors, comment un chef d'État pareil peut justement réfléchir des besoins et des priorités du continent africain, puisqu'il n'est en lui-même pas africain? Ses références se trouvent du côté de l'Hexagone. Non, ça démontre à suffire le profil des hommes aujourd'hui qui sont à la tête de nos États, qui en réalité ne travaillent pas pour le bonheur de nos peuples, mais qui se plaisent à reprendre des narratifs qui ont été savamment pensés de nature à démontrer à la face du monde que l'Afrique est un continent d'incapables, est un continent stipendié, est un continent qui vit de la propagande russe, propagande turque, propagande chinoise. Nous sommes incapables de réfléchir par nous-mêmes. Nos chefs d'État s'envoient à Mondovision démontrer que ce que les gens disent de nous, c'est vrai, ça dit qu'on n'a pas la capacité de réfléchir, mais mieux encore, nous sommes des enfants qui se battent entre eux. Un petit frère s'excuse avant de prononcer ses paroles. Toi, tu te plais à revenir le reprendre en citant la dignité. Vous comprenez? Une telle bêtise comme ça, et c'est eux, justement, malheureusement, qui sont à la tête de nos États. Charlie Kenyé, c'est très rare quand même de vivre ce genre de discours. Hein. Nous sommes au 21e siècle et en plein juillet, là c'était en plein juillet 2023, Ibrahim Traoré fait un discours historique. Le dernier en date c'était, on va le dire comme ça, Muammar Kadhafi, on va le dire comme ça, à la tribune de l'ONU, en déclarant d'ailleurs que la charte des droits de l'homme était un torchon en déchirant justement ce dernier en le jetant au sol. On se rappelle également de Thomas Isidore Sankara lors d'un sommet, on va le dire comme ça, des chefs d'État africains. Là encore, à peine sorti de ce sommet, il sera justement assassiné. Cette fois-ci, nous sommes en 2023. Les deux premiers que j'ai cités ont été également assassinés. Cette fois-ci, on a l'impression que c'est Sankara, Muammar Kadhafi et tous les ancêtres qui sont revenus. Tout à fait. Et vous avez si bien fait de rappeler que les deux précédents ont été assassinés, oui, comme pour dire qu'en réalité, nous connaissons très bien les schémas de ces gens-là. Pareil discours ne sera pas pardonné. C'est-à-dire que clairement, ils vont tout faire pour justement attenter à son intégrité physique. Mais il faut le dire très clairement, les années sankaristes ou encore les années Kadhafi ne sont plus les années Traoré. Les peuples africains aujourd'hui ont compris et la France a intérêt à ne pas s'amuser à mettre la main sur cet enfant. Parce que au cas où il s'égarerait à toucher le capitaine Ibrahim Traoré, c'est surtout le continent. Pourtant, nous avons des informations, vous qui êtes dans la géostratégie, certaines informations font état de ce que, jusqu'à preuve de contraire, il faut éliminer
presque 5 chefs d'État sur le continent africain. Effectivement. Je commencerai par Assimi Goïta, Ibrahim Traoré. On va pas manquer de souligner également le président du côté de la Guinée-Conakry, le nouvel homme fort également du côté du Niger depuis quelques jours. Déjà, ils sont oubliés, Paul Biya du Cameroun. Effectivement, c'est très vrai. La preuve, c'est que cette vérité aujourd'hui, elle est perceptible dans le théâtre du Niger où on voit très clairement qu'il ne se passe pas une journée sans que des réunions de crise ne soient organisées du côté de l'Élysée et même du Quai d'Orsay. J'aimerais aller plus loin, j'ai oublié justement le président centrafricain, Faustin Touadéra, qui est également dans cette liste noire de l'Occident. Effectivement, il faut le dire très clairement. La preuve, je disais encore, la preuve, ce sont ces multiples réunions de crise aujourd'hui parce qu'il ne se passe pas un jour sans que du côté de l'Élysée, une réunion de crise pour l'Afrique soit organisée de nature à véritablement voir dans quelle mesure implémenter ce schéma sombre, qui sont des vieux schémas connus, bien sûr, de la DGRE française et bien sûr l'ensemble de ses démembrements et de ces organisations terroristes de renseignement qui en réalité ne visent qu'à défendre ce système hégémon de la France sur le continent africain. Mais j'insiste encore, je crois que les époques sont passées simplement pourquoi? Parce que l'Afrique également a évolué, l'Afrique a grandi. Je peux vous rassurer que si aujourd'hui, à chaque fois qu'ils organisent des réunions de crise sur le sol, nous sommes informés de cela et parfois même du contenu de ce qui se dit, exactement. Ça démontre, ça suffit qu'également nous avons appris de nos bourreaux et aujourd'hui nous développons les mécanismes de nature à nous protéger par nous-mêmes. Si à ça également, vous ajoutez l'éveil de conscience des peuples et également les partenariats stratégiques que certains États sont en train de tisser. Je tiens à vous rappeler que lors de ce sommet, le président Vladimir Poutine rappelait à suffit que la Russie a signé des partenariats stratégiques dans le domaine de la défense avec pratiquement 41 pays d'Afrique. Ça démontre, ça suffit, le caractère stratégique aujourd'hui que les Africains mettent à ce pan important de la souveraineté qu'est la défense, qu'est la sécurité. Vous verrez très clairement qu'aujourd'hui, la plupart même des coups d'État qui ont été avortés du côté du Mali, parce que le colonel Assimi Goïta lui-même a tenté à pratiquement 4 ou 5 coups d'État contre sa propre vie. Il a été victime, exactement. Donc, vous comprenez que la plupart de ces coups d'État ont été avortés. D'abord, grâce à la qualité des agences ou alors des éléments de la protection qui entourent ces chefs d'État. Deuxièmement, grâce à la vigilance des peuples africains. Et troisièmement, grâce à la qualité du renseignement aujourd'hui que les États africains ont pu mettre en place en collaboration, bien sûr, avec les partenaires tels que la Fédération de Russie. Ça démontre, ça suffit qu'aujourd'hui, nous sommes mieux outillés pour répondre à cette menace-là. Mais cela n'enlève en rien que nous sommes en sécurité. Le risque zéro n'existe pas. Donc, il est possible que la menace se fasse. Mais nous travaillons justement à réduire au maximum les opportunités de ce que cela arrive, mais également nous devons lancer un signal d'alerte à ces personnes-là qu'en cas d'atteinte à l'intégrité physique de l'un de ces héros africains, la réponse des peuples africains va se faire savoir sur le continent. Pour terminer en quelques secondes, des discours comme celui d'Ibrahim Traoré à Saint-Pétersbourg, il en faut encore sur le continent africain. Il faut des hommes comme ça courageux qui le disent haut et fort. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle je suis catégorique dessus. L'Afrique, dans sa marche vers sa souveraineté, dans sa marche, dans sa révolution, n'a plus besoin d'hommes politiques. Les hommes politiques nous ont déjà montré, tous sur le continent nous ont montré les limites. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir ou dans l'opposition, ils ne valent pas la peine. Et on sait très bien qui sont leurs référents. Mais aujourd'hui, pour notre développement, dans notre lutte, nous avons besoin de 2 types de profils. Nous avons besoin des militaires patriotes et des panafricanistes engagés. Si vous ne respectez pas ces profils-là, eh bien, n'espérez pas ou n'aspirez même pas à prendre la présence dans nos États. Et donc, dans ce schéma-là, on comprend très bien que ce qui est en train de se faire en Afrique de l'Ouest nous démontre à suffit. Là, j'aime souvent le dire ici, le Mali est un laboratoire qui aujourd'hui démontre à suffit les chemins ou alors la voie à suivre pour que justement l'Afrique arrive à s'affirmer au Conseil des Nations. Merci à vous, Charlie Kenyé. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook, likez et partagez au plus grand nombre. Nous savons que depuis un bon bout de temps, nous sommes censurés par les algorithmes que vous connaissez d'ailleurs très bien, mais le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne journée à toutes et à tous.